Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Mosaïque Cristal. En fin d'émission, vous découvrirez un nouveau numéro de notre magazine Rétrovision dédié à la tempête de 1999. Mais avant cela, on s'intéresse à l'actu. Je vous propose tout de suite de découvrir notre journal estival. Romane a 20 ans. Elle est étudiante et va entrer en 3e année d'école d'ostéopathie à Strasbourg. Pour gagner un peu d'argent, mais aussi pour avoir une occupation durant les vacances, elle a décidé de postuler pour un job d'été proposé dans sa commune, Sourtes. Alors, j'ai été très bien accueillie par l'équipe communale de Sourtes, donc je les connaissais déjà un peu avant, comme je suis originaire d'ici et mes parents aussi. Mais Simone, elle est vraiment très agréable au quotidien et puis oui, elle m'explique pour les petites tâches. Au début, c'était un peu plus compliqué, mais là, il y a l'arrosage aussi, elle m'a tout expliqué, puis maintenant, je pourrais travailler là sans problème. Aux abords du stade, on retrouve Thomas, étudiant en management du sport à Strasbourg, et Antoine, étudiant à l'école d'ingénieurs de Metz. Pour eux aussi, cet emploi saisonnier leur permettra de les aider financièrement. Pour la rentrée et pour pouvoir tranquillement avoir quelques sous de côté pour l'année 2022 qui arrive. C'est la 2e fois qu'ils sont embauchés par la commune en été. Ils connaissent donc déjà l'équipe des ouvriers communaux et les tâches à effectuer, notamment l'entretien des espaces verts et des locaux communaux. Débroussailler, c'est pas très dur, mais après quand c'est un talus qui est bien raide comme ce qu'on fait en ce moment, c'est assez compliqué, parce qu'au bout d'un moment ça fait mal aux pieds, mais sinon ça va. Cela fait maintenant plusieurs années que la municipalité propose à des jeunes du village, âgés de 18 à 25 ans, de travailler entre 2 semaines et 1 mois. Cette année, elle a bénéficié d'aide. On a pu bénéficier de Moselle Espoir 2021, donc c'est 400 jobs d'été. On en a déjà bénéficié l'année dernière. Donc on a 2 emplois qui sont donc financés par le département. Donc c'est encore un beau geste et une belle aide pour notre commune. Les jeunes sont encadrés par les ouvriers communaux. Lors des beaux jours, il y a beaucoup de travail pour cette équipe. L'arrivée des étudiants est donc une aide précieuse. Surtout en été, comme vous voyez là, on a beaucoup de tontes à faire. On fait des talus, ce qu'on fait une fois par an, quoi. Ça nous aide ça nous soulage un peu, mais après et ça leur fait un peu d'argent de poche aussi. Je ne pouvais pas m'attendre à mieux, parfait, c'est vraiment parfait. Elle prend des initiatives, ce qui est très intéressant, et elle n'attend pas qu'on lui dise, elle sait par exemple où continuer si elle a fini ce que je lui ai donné à faire, et donc ça c'est magique. Ces emplois saisonniers sont donc bénéfiques pour les différents acteurs, la municipalité, les ouvriers et les jeunes qui sont embauchés. Après 4 semaines de travail, les étudiants vont pouvoir profiter de leurs vacances avant de retourner sur les bancs de l'école. Le feu et la sidérurgie, voilà les marqueurs des nouvelles tuniques du FC Metz. Si le grenat reste la couleur principale du maillot domicile, quelques détails graphiques orange apparaissent sur le col, les manches et la base. Un design qui rappelle celui des maillots du début des années 2000. La tunique extérieure, elle, se décline dans un coloris blanc avec quelques touches de grenat et de orange. Des maillots ancrés dans l'histoire de la région Lorraine qui ont conquis les supporters et les joueurs. Super, surtout que moi je préfère le blanc, donc j'ai eu la chance de l'avoir aujourd'hui. Et je pense que chaque année ça varie en fonction des couleurs. L'année dernière on a eu un peu plus de bleu et cette année je pense qu'ils sont top. Ça change. Très fier également pour le coup d'être un des premiers à le porter. Et ouais, je le trouve plutôt sympa avec notre petite croix de Lorraine dont on est vraiment tous fiers. Avec des couleurs un peu différentes, un peu d'orange, donc vraiment sympa, fier de porter ce maillot. Ouais. Et franchement les nouveaux maillots sont vraiment beaux. J'aime beaucoup les nouveaux maillots. Je trouve que ça représente bien les nouvelles idées de Metz, les nouvelles couleurs. Le nouveau design et donc franchement moi j'approuve les maillots. Les 700 chanceux inscrits à la soirée de lancement de la saison ont pu se rendre à Saint-Symphorien. Cela faisait 9 mois qu'ils étaient privés de stade. C'est donc avec un peu d'émotion que les supporters messins ont découvert la nouvelle tribune sud, les vestiaires et la salle de presse.
Ça fait plaisir, ça fait revoir Stade Saffarien, la nouvelle tribune qui est super belle, de voir les joueurs, ça fait vraiment plaisir, en espérant pouvoir venir voir des matchs. Ça fait très longtemps, on a pu découvrir la nouvelle tribune et c'était grave sympa. Et c'était vraiment un bel événement, je suis content qu'ils aient organisé ça. Très joli, les sièges jolis. J'aimerais bien qu'ils fassent ces sièges-là pour partout, mais franchement, elle est grave sympa et ça apporte vraiment un truc. Je pense que Metz, il passe une étape avec une tribune comme ça. Mais la soirée ne s'est pas arrêtée là. Les joueurs messins se sont entraînés une bonne heure sous les applaudissements et les encouragements des spectateurs. Le clou du lancement de la saison, la présentation des effectifs féminins et masculins de la saison prochaine. 2 équipes plébiscitées par le public qui ont l'ambition de faire rayonner les couleurs du FC Metz dans toute la France. J'ai envie d'un fruit. Je mangerais bien une banane. C'est marrant, comment tu dis banane? Ah oui, tu dis comment toi? Banane. Ben voilà, banane. 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 Avec 2 A. Banane. Dis ba 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 ba. Nananana. Le public de la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines a fait la connaissance de 2 sacrés personnages, Arnaud Sori et Mathieu Despois, aussi doués avec les mots qu'avec leur vélo. Tout en réalisant des acrobaties spectaculaires et étonnantes, ils discutaient entre eux avec justesse et ironie de sujets aussi divers que le commerce équitable ou l'identité sexuelle. Ce spectacle de la compagnie Mathieu Maffy Foundation, intitulé Daddy's Dead, était proposé à l'occasion de la clôture du festival franco-allemand Perspective. Et tu crois pas que tu peux faire les deux? Je veux dire, t'occuper de ta mère tout en mangeant des bananes? Ouais, je trouve que tu vas un peu vite là, Mathieu. Ah pardon. Je parlais surtout de ta réflexion. Parce que tu vois, Loïc, il est là. Il est de constater que là où tu es censé agir, avec le monde qui t'entoure, encore une fois, et c'est là que tu t'aperçois que la plupart d'entre nous, c'est comme si on était incapable de se déplacer soi-même, ne serait-ce que dans une iota. Parce que c'est le plus difficile en définitive, non? Ouais. Eh bien voilà. Vous avez peut-être déjà vu ce logo le long du chemin de halage. Il s'agit de Terre d'eau, une marque qui cherche à promouvoir le tourisme le long des canaux de la Sarre et de la Marne au Rhin. L'inscription du logo sur la piste cyclable est une façon de s'implanter dans la tête des touristes et dans celle des habitants. A noter que le réseau de Terre d'eau s'élargit maintenant jusqu'à Phalsbourg. Alors si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir les alentours de Sarreguemines, de Sarrebourg, du Saulnois ou de l'Alsace-Bossu, et que vous cherchez des itinéraires ou des services, rendez-vous sur le site internet de Terre d'eau. Je m'appelle Raïch Nicolas, j'ai 40 ans et en fait je suis éleveur de crevettes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le plus important éleveur de crevettes d'eau douce en Europe se situe à Zandbouz. Il élève depuis 2007 ces petits crustacés qui le passionnent toujours plus. Ça s'est amplifié, en fait c'est un peu comme une maladie, on a envie d'en avoir de plus en plus, d'essayer de nouvelles variétés, de plus en plus de couleurs. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé des 7 aquariums, aujourd'hui je suis à 235 aquariums d'élevage. Ces crevettes de toutes les couleurs, il les connaît par cœur et nous en dit un peu plus sur cette espèce, encore peu connue en dehors du cercle des aquariophiles. Toutes les crevettes que j'ai, c'est des carinina. Donc c'est des crevettes qui sont issues à la base de rivières en Chine pour la plupart. Et donc après, en faisant des croisements, en les hybridant, on obtient des nouvelles variétés autant en couleur qu'en dessin, ce qu'on appelle en anglais le pattern de la crevette. Donc différentes couleurs et différents dessins. Donc comme je vous avais parlé, les premières crevettes que j'ai reçues, c'était des choses très basiques, ce qu'on retrouve dans la nature. Donc il faut savoir, dans la nature, l'idéal c'est pas avoir des couleurs très intenses pour pas se faire repérer par les prédateurs. D'accord. Donc je peux vous montrer, si vous pouvez voir ici, ça c'est des crevettes qui sont en fait toujours à l'état naturel. Donc là je peux vous montrer par exemple tout l'ensemble là. Rouge et blanche, ça donne de la couleur à l'aquarium. Là, je suis plus dans les noirs. Par exemple, là, vous avez des noirs unis, complètement unis. Là, des noirs avec un petit trait de blanc. Un concept apparu après la crise de 2008. Les gens n'avaient plus les moyens d'entretenir de gros aquariums et de gros poissons. Ils se sont donc tournés vers ces crustacés de 3 cm maximum à l'âge adulte et qui ne demandent pas beaucoup d'espace. Mais leur entretien n'est pas pour autant une mince affaire.
Sur cette variété-là, les Carolina, ce qu'il faut surtout, c'est une bonne qualité d'eau. C'est de l'eau osmosée, c'est-à-dire de l'eau où on a retiré tous les minéraux. Et après, on va mettre, maintenant il y a des sociétés qui ont développé ça, des sels minéraux qui en fait vont reproduire leurs conditions et les paramètres de vie naturelle de ces crevettes. En 2007, comme je vous ai parlé, quand j'ai commencé ça, il y avait peu de gens qui en élevaient, très très peu d'ailleurs. Et du coup, j'ai réussi à avoir des informations par une personne qui allait les pêcher dans leur milieu naturel. Donc j'ai pu voir un peu ce qu'elle mangeait par ses vidéos et tout ça. Et donc j'ai essayé de reproduire ces nourritures-là. Donc c'était surtout à base de feuilles d'arbres qui tombaient dans l'eau. Après on s'était aperçu qu'ils mangeaient quelques cadavres parce que c'est un détritivore, ça mange tout en fait. Et donc si vous voulez, au début j'ai confectionné moi-même de la nourriture pour elles en essayant de trouver un équilibre. Maintenant c'est beaucoup plus facile parce que maintenant il y a comme c'est devenu beaucoup plus populaire, même si effectivement monsieur tout le monde ne le connaît pas, mais dans l'aquariophilie c'est plus populaire. Donc il y a des marques de nourriture qui se sont créées. Et donc maintenant il y a des nourritures, en fait c'est vendu comme en forme de pelés, comme les pelés de chauffage, sauf c'est des pelés avec des orties, des épinards, des feuilles d'arbres, voilà. Les crevettes d'eau douce se sont depuis développées dans les aquariums des passionnés du monde entier, si bien qu'aujourd'hui l'élevage de Nicolas est reconnu à l'international. Il expédie des crevettes valant de 1 € à plus de 1000 € l'unité, en Chine, aux États-Unis, en passant par les Émirats Arabes Unis, et participe à de nombreuses compétitions. À partir de 2011-2012, il a commencé à avoir des petites compétitions de beauté de crevettes auxquelles j'ai participé, où j'en ai gagné plusieurs et j'ai remporté différents prix. Et maintenant, à travers le monde, dans tous les pays, il y a des concours de crevettes dans des salons aquariophiles. Et donc maintenant, je juge beaucoup de concours. Donc là, le Covid a mis un peu un frein à tous ces salons aquariophiles, mais en temps normal, il y a plusieurs salons presque tous les mois un peu partout dans le monde, quoi. Que vous soyez au travail ou en vacances, il y a un sujet qui vous intéresse tous, les prévisions météo. On découvre tout de suite ce qui nous attend pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, la météo devrait s'améliorer pour demain. Le ciel sera encore nuageux en matinée, mais des éclaircies prennent l'avantage en début d'après-midi. Les précipitations reprendront en fin de soirée et dans la nuit. Côté température, les minimales iront de 11 à 13 degrés et les maximales remontent jusqu'à 20 à 22 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Jean-Marie. Il fera jour de 6h08 à 21h06. Passez tous une belle journée et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Nouveau, retrouvez le service d'orthopédie d'AVS Médical dans une nouvelle agence à Sarreguemines, en face de l'hôpital Robert Pax. Orthèse sur mesure ou de série, prothèse mammaire, semelle orthopédique, nos orthopédistes diplômés d'État réalisent votre bilan complet grâce à des technologies de pointe. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et les après-midi sur rendez-vous. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Pour la fête des pères, ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendelle. Retrouvez plus de 3500 références de vins, un grand choix d'alcool, de spiritueux et plein d'idées cadeaux. Faites-lui la surprise avec une livraison prête en 24 heures. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service en drive et une boutique en ligne. Le roi des vins à Stirin-Vendelle, où choisir devient un plaisir. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Les cinémas sont heureux de vous retrouver. Retournons tous au cinéma. Quand on évoque le nom de Lothar au pays de Bitche, on sait à quoi il fait référence. C'est le nom donné à la tempête qui a traversé le nord de la France le dimanche du 26 décembre 1999. Notre magazine Rétrovision revient sur ces événements qui ont transformé le paysage pendant de nombreuses années. Regardez. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble.
Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Phénomène météorologique exceptionnel, la tempête du 26 décembre 1999 a fait de gros dégâts dans tout le secteur. Toitures envolées, mais surtout une forêt sinistrée qui mettra des années à se relever. Les habitants du pays de Bitche se souviendront sans doute longtemps de ce lendemain de Noël 99. La tempête, qui a balayé le pays d'ouest en est, a été d'une violence inégalée. 470 000 foyers privés d'électricité rien que dans notre département. L'hôpital de Bitche a accueilli et soigné 4 victimes de ce cataclysme. Et les pompiers de tout le secteur sont intervenus près de 500 fois pour dégager les axes routiers et réparer les toitures envolées. La tempête du siècle, c'est ce qui restera dans les mémoires de tous les sinistrés. Au pays de Bitche, le secteur le plus touché est celui des hauteurs de Götzenbrück-Lemberg. Les vents de 150 km/h du 26 décembre dernier ont jeté à terre, dans les forêts du Bitcherland, 150 000 m3 de bois. Et encore, ce n'est qu'une première estimation des dégâts. La rapide mise en œuvre des moyens dont dispose l'ONF a nécessité le rappel des bûcherons qui, pour la plupart, étaient en congé pour les fêtes de fin d'année. Entrés en action dès les premières heures qui ont suivi la tempête, les agents forestiers réparent les dégâts selon un programme préétabli. Depuis, disons, le lundi matin 27, le premier souci de l'ONF, c'était de participer au débarrage des routes publiques. Comme par exemple le Lindel, la route qui mène de Bannstein à Mouterhouse, la route qui mène de Mouterhouse à Bitche. Donc ce sont les équipes de l'ONF, les bûcherons du groupe technique des Gelsart, qui ont débarré cela. Dans un deuxième temps, il a fallu débarrer les routes forestières, et notamment celles qui mènent aux maisons forestières. Ensuite, il a fallu débarrer les chemins forestiers. Sur le groupe technique des Gelsart, vous avez 240 km de chemins forestiers en terrain naturel. Sur ces chemins forestiers, il y a des quantités de bois qui ont été vendues et il faut les sortir. Il faut que le public puisse circuler, il faut que les bûcherons puissent y aller, il faut que les forestiers puissent circuler et il faut pouvoir faire l'inventaire du désastre, entre guillemets. Il faut pouvoir y aller pour voir exactement ce qui se passe à l'intérieur, pour faire le diagnostic du problème et pour faire le constat et les inventaires. Donc débarrage des routes publiques, puis des chemins forestiers dans un premier temps, et dans le troisième temps, passer à l'inventaire comme j'ai dit. Et pour passer à cet inventaire, il faut auparavant débarrer les chemins forestiers. Que ce soit sur une route goudronnée ou sur un chemin naturel, la technique reste la même. Cette opération est réalisée de la manière suivante. 2 bûcherons passent de part et d'autre du côté du chemin sur les accotements et coupent l'arbre des 2 côtés. Donc le billon ou le tronçon, si vous voulez, qui reste, il est poussé par le tracteur. Et on avance de cette manière. Là, nous irons à l'arbre suivant et nous ferons exactement la même chose. Alors des fois, nous avançons, à raison de 2 km par heure et des fois nous avançons de 200 mètres par heure. Ça dépend du nombre d'arbres qui barrent le chemin. Il est arrivé que le 27 décembre, par exemple, au matin, on commence à débarrer et puis 3 jours après, c'était de nouveau barré. Pourquoi c'était barré? Parce que les arbres qui étaient à côté étaient trop penchés. Alors sous le poids de la pluie, si vous voulez, ou encore sous l'effet d'un petit vent, d'une petite saute de vent, cet arbre qui était déstabilisé dans ses racines, cet arbre s'est recouché sur la chaussée, quoi. Voilà. Et donc on peut comprendre par là que s'aventurer en forêt est une opération dangereuse. Ah, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire ça montre bien le bon sens de l'arrêté qui a demandé à ce que les gens n'aillent pas en forêt pendant un certain temps au moins. Parce qu'il y a encore trop de branches, comme ici par exemple, il y a encore trop d'arbres qui sont déstabilisés et qui peuvent présenter un danger pour le public. L'ouverture des chemins rend l'accès aux différentes parcelles de forêt possible. En voici une dont les dégâts sont énormes. Une équipe technique de l'ONF s'est aventurée dans ce paysage apocalyptique pour en faire l'inventaire. Donc dans la parcelle où nous sommes, qui est une parcelle en régénération, où vous voyez pousser du jeune semis, les arbres sont tombés. 90% des arbres qui étaient ici, qui ont ombragé le semis naissant, sont tombés. Et en ce moment, nous faisons l'inventaire. Vous avez vu tout à l'heure les forestiers qui marquent les arbres, qui mettent donc le marteau de l'État
et qui prennent le diamètre des arbres pour que nous, on puisse savoir très rapidement, au bout de quelques jours, nous saurons avec beaucoup plus de précision les essences qui sont tombées, la proportion de pin, la proportion d'épicéa, la proportion de hêtre, la proportion de chêne, et pour que nous puissions mesurer exactement l'ampleur du désastre, essence par essence, et savoir où intervenir, où intervenir, comment intervenir, et pourquoi intervenir en premier dans une parcelle et attendre d'intervenir dans la troisième parcelle plus tard. Malheureusement, la tempête a déversé sur le marché une trop grande quantité de bois que les scieries ne pourront pas absorber. On comprend donc la préoccupation de l'Office national des forêts, le stockage de tout ce bois. Une opération qui doit être faite au plus vite, sinon les troncs serviront de résidence pour champignons et autres insectes. Ici, vous avez un exemple réussi de la manière de pouvoir conserver du bois. Parce que le problème qui se pose là, ça va être le suivant. Il va falloir sortir ces bois de forêt, les façonner, les débarder, et puis ensuite, le marché sera totalement inondé. Il y aura un surplus sur le marché. Les cours, bien sûr, vont, je dirais pas s'effondrer, mais la valeur du bois va baisser. Et tout ce bois, si on n'arrive pas à le mobiliser assez vite, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être en forêt des élevages ou, si vous voulez, des cultures de champignons, des cultures d'insectes et de vers qui vont se développer dans les bois qu'on n'a pas mobilisés suffisamment vite. Donc il faut éviter cela parce que ces insectes vont aller coloniser les arbres sains, des peuplements d'à côté. Donc il faut sortir le bois vite, il faudrait pouvoir scier ce bois très vite, il faudrait pouvoir le sécher et le traiter, et ça c'est des problèmes qui nous déborde à l'heure qu'il est. Il faut conserver ce bois, il faut le conserver. Et ça, après 1990, un exemple réussi, c'est un étang où régulièrement on déverse du bois dedans. Il a été loué par l'ONF à un scieur de la région. Et ce scieur, voyez-vous, ils sont inondés, ils sont immergés dans l'eau. Et les bois que vous voyez au-dessus, ce sont des bois de très peu de valeur, qui sont simplement faits pour alourdir, pour plomber. Et les beaux bois que vous voyez en dessous, ce sont des déroulages, ce sont des hêtres de très grosse qualité qui sont conservés ici, des fois pendant 2, 3 ou 4 ans. Dans le pays de Bitche, l'ONF possède de nombreux étangs capables d'accueillir de grosses quantités de bois comme celle-ci. Manque de chance, ces étangs, à quelques exceptions près, ne sont plus du tout entretenus et leurs vannes, qui permettent d'évacuer l'eau pour la dépose et la récupération des troncs, sont pour la plupart détériorées. Il faut espérer que nous saurons tirer les conséquences de cette tempête et que dans un proche avenir, ces petites étendues d'eau soient à nouveau opérationnelles. On se souvient tous des vents de plus de 150 km/h qui ont traversé le pays de Bitche, laissant derrière eux un paysage pour le moins apocalyptique. La parcelle 175, située en forêt domaniale de Mouterrouze, n'a pas échappé au rugissement de la dernière tempête. Dans cette parcelle, où il ne reste que très peu de hêtres enracinés, on constate deux types de dégâts. Certains arbres sont tombés avec la souche, alors que d'autres ont été cassés. Aujourd'hui se pose le problème de l'exploitation et de la commercialisation des bois qui sont à terre. Les grumes à terre subiront une découpe de qualité. La première partie, qui va de la base du pied jusqu'au premier défaut, trouve facilement des acquéreurs à des prix moins élevés que le cours normal, mais encore intéressants. Ces bois-là seront transformés en scieries ou alors renégociés pour des marchés asiatiques. La deuxième partie, quant à elle, est considérée comme une qualité à défaut. À partir d'ici, on a fait une découpe qu'on appelle une découpe de qualité. Parce que si vous remarquez bien, la partie qui est plus haut dans l'arbre, il y a donc des branches, des grosses branches, et vous en voyez de plus en plus vers le haut. Donc ce bois-là, il ne peut pas être utilisé pour le même usage que la première partie de la bille. Toute notre exploitation actuellement se concentre dans la première partie de la grume, qui est donc la qualité. La deuxième partie sera faite dans un deuxième temps, soit donc pour du calage, soit pour du bois d'industrie. Et pour tout ce qui est des branches et des rémanents, on les vendra à des cessionnaires de menus produits, c'est-à-dire des gens qui vont faire du bois de chauffage avec.
L'exploitation actuelle se concentre uniquement dans la première partie de l'agrume. C'est la première qualité qu'actuellement on arrive à vendre et c'est celle que l'on exploite en priorité, étant donné que c'est celle qui craint le plus au niveau des intempéries et qui risque fort de se dégrader dès que la sève va se mettre en route. Après la tempête, c'est l'heure des constats. Dans le pays de Bitche, on compte près de 200 000 mètres cubes de forêt dévastées. Que vont devenir ces parties de forêt abîmées? Vont-elles subir une reconstitution naturelle ou être reboisées? Avant la tempête, on avait commencé à ouvrir de façon à ce que la lumière puisse arriver sur le sol et favoriser ainsi la régénération de jeunes plantules qui sont issues donc de la fructification des années passées. Alors, pour la suite de la tempête, on s'aperçoit maintenant que la lumière, bien sûr, il y en a énormément et qu'il y a un certain nombre de petits arbres qui existent déjà. Là, on en voit un certain nombre qui étaient présents et qui aujourd'hui, avec la lumière, vont se développer. Et ça va nous permettre, dans une parcelle comme celle-là, qui est quand même fortement abîmée, de ne pas être obligé de reboiser l'ensemble, mais d'essayer de profiter de toute cette régénération qui existe et simplement de compléter les zones où vraiment rien n'aurait pu arriver à germer. Quand l'arbre est abattu dans la parcelle touchée, on procède à une découpe de qualité. Puis on débarde les arbres et on les met en tas. Ces tas peuvent être différenciés en fonction de la qualité et des différentes essences. Là, on a mis les plus belles billes, celles qui a priori se vendent le mieux et celles pour lesquelles actuellement on a un débouché. Donc ça c'est les gros bois, les billes plutôt de classe B. Ensuite, plus loin, on a mis des billes de qualité un peu moins bonne, que nous on appelle du C. Et ce bois-là, bien sûr, sera vendu de la même façon, mais un peu moins cher, puisque l'usage n'en sera pas aussi noble. On n'en fera pas du déroulage ni du mobilier. Et puis, tout au fond à droite, là-bas, on a la surbille, la partie de la grume où il y a des branches, qui va être, elle, vendue pour faire soit du calage, des palettes ou des choses comme ça, ou alors qui sera transformée par l'industrie en panneaux de particules. Et puis la dernière qualité qui est ici derrière nous, ça on appelle ça du bois d'industrie, qui donc va soit dans les papeteries, soit également dans les panneaux de particules pour des usages moins nobles. L'entreprise alsacienne Gross, spécialisée dans le terrassement et le transport, se charge de la remise en état des parcelles dévastées lors de la dernière tempête. Le principe, c'est de nettoyer les parcelles pour permettre la plantation. Et pour ça, je tire les branches et les souches vers moi pour les mettre en andin, c'est-à-dire en tas, de manière à libérer le plus de surface possible pour les jeunes pousses. Autonome et passionné, Hervé Barthes, aux commandes d'une pelle mécanique, prépare le sol à la plantation. J'essaye de tirer au milieu et puis si ça ne vient pas, j'essaye de la prendre d'un côté et puis de l'autre pour essayer de casser 2 ou 3 racines à chaque fois et puis quand il n'y en reste plus beaucoup, j'arrive à la sortir, mais c'est sûr que ça demande beaucoup de puissance. En moyenne par jour, il nettoie une surface de 1 hectare. Cela est variable en fonction du terrain et du temps, bien entendu. Un métier qui n'est pas sans risque. Non, c'est sûr, ce travail comporte des risques, surtout le fait qu'on ramène les branches et les troncs vers nous quand on travaille dans le sens de la montée, c'est-à-dire on fait des andins en montant et en descendant. Les souches ont tendance à rouler vers la machine. Et puis sinon, quand on tire un grand tas de branches, on ne sait pas s'il y a un tronc en dessous et puis il risque de remonter, de taper dans la cabine ou n'importe où. Et voilà, les principaux risques. Au moyen d'un outil adapté à ce type de chantier, Hervé dégriffe le sol de manière à le décompacter. En même temps que je ramasse les branches, j'essaye toujours de griffer le sol, de décompacter pour l'aérer et pour que la plantation plus tard soit plus facile. Et donc je descends 20 cm voire plus s'il le faut dans certains endroits. Cette main-d'œuvre humaine s'avère efficace, mais elle fragilise la faune présente sur le site. Ah oui, c'est sûr, sous les branches, il y a beaucoup d'animaux qui se cachent. J'ai trouvé
des couleuvres à collier, j'ai trouvé beaucoup de souris, beaucoup de grenouilles. Cette initiative de remise en état des parcelles permet de soigner les plaies. On espère une cicatrisation rapide de manière à ce que les jeunes pousses de feuillus et de résineux s'adaptent facilement à leur milieu naturel.